Si je vous laisse, disons, 5 secondes pour me citer un jeu d'horreur... Je suis sûr que certains ont cité Resident Evil. Cette série de survival horror qui a débuté il y a maintenant plus de 28 ans et qui nous embarque toujours aujourd'hui dans des scènes plus horrifiques les unes que les autres. Cependant, parmi tous les Resident Evil qui existent, un va sortir du lot. Un jeu qui va relancer la série, tel qu'il n'aura aucun souci à être dans les Resident Evil les plus rentables pour Capcom, et cela rapidement. Je parle de Resident Evil 7 Biohazard. Welcome to the family, son. C'est le 24 janvier 2017 que l'on fait la rencontre d'Ethan Winter, le nouveau personnage de la série, qui va se rendre en Louisiane pour retrouver sa femme Mia, portée disparue depuis maintenant 3 ans. Alors qu'Ethan retrouve Mia, il va faire la rencontre d'une famille plutôt atypique. Ce jeu qui apporte de la nouveauté dans la série connaît un énorme succès, si grand qu'il vient très vite se poster comme Resident Evil le plus vendu et viendra redonner un coup de frais à la licence tant appréciée. Bon, je vous ai jamais parlé de mon amour pour les tableaux Excel, mais si on reporte les chiffres de vente selon les derniers jeux vendus sur ces dernières années, ça donne ça. Et même à ce jour, il reste en 2e place alors qu'il a maintenant 7 ans. Personnellement, Resident Evil 7 est à la première place de mes Resident Evil préférés de la série. De ce fait, je me suis penché sur les raisons de son succès et je me suis demandé pourquoi c'est si terrifiant, pourquoi ce succès, et surtout comment cet opus a pu redonner une nouvelle jeunesse à la franchise mondialement connue. Pour répondre à nos questions, j'ai pu déterminer 4 principales raisons. Premièrement, le principal point de sa réussite pour moi est le choix des développeurs de nous mettre à la première personne. Jusqu'à présent, Capcom nous avait habitués à des jeux TPS, mais là, ils nous sortent cet opus plus gore et sale que les autres, où cette fois, on vit toutes ces scènes à travers les yeux d'Ethan. Les producteurs et directeurs ont certifié dans une interview que le but de ce jeu était de revenir aux sources en mettant l'horreur au premier plan dans ce jeu, mais également de créer une peur proche du joueur qui viendrait directement le chercher derrière son écran. 僕が、バイオハザード7に関わったのはちょうど竹内さんが入って、仕切り直したタイミングからなんですよね。で、もうその時に竹内さんコンセプトを決めてて、今回はホラーをする。今回竹内さんが全く新しい、提案として、主観視点であったりとか、もう明確にそのホラーをテーマとするっていうところを上げてきてですね。恐怖を感じれる、お客さんが自分に起こった出来事のようにサバイバルホラーを楽しめるゲームを作ろうと。Ce choix nous permet vraiment de nous plonger dans le jeu, limite jusqu'à en oublier que l'on contrôle Ethan, tellement le jeu nous force à être toujours à l'affût. La première personne réduit également grandement notre champ de vision. On passe donc d'un grand angle à un angle plus réduit, ce qui augmente la panique et le stress à chaque craquement de bois de cette vieille maison. Les créateurs du jeu ont donc eu une idée de génie en nous postant à la première personne, car les valeurs qu'ils voulaient mettre dans leur jeu s'y retrouvent bien. Une autre raison de l'explosion de ce jeu est due au fait que Capcom, développeurs du jeu, ont décidé de changer de moteur de jeu. La cause de ce changement est due au fait que l'ancien moteur FT Framework devenait trop vieillissant et il valait mieux un nouveau moteur pour les nouvelles technologies sur le marché. Quant aux conséquences, Aero Engine étant plus performant permet beaucoup plus que son prédécesseur, notamment le processus de photogrammétrie. La photogrammétrie est utilisée dans plusieurs domaines tels que dans l'architecture pour scanner des bâtiments, dans l'aérien pour des usages topographiques
ou encore dans le subaquatique qui permettra d'avoir une vision réaliste d'un site. Dans notre cas, il consiste à pouvoir scanner des objets ou encore des personnes dans la réalité pour les implanter directement dans le jeu. On pourra citer comme exemple les vêtements de Léon et Claire dans Resident Evil 2 Remake qui ont été fabriqués puis scannés pour le jeu. Avoir un nouveau moteur a permis également à l'équipe de Capcom de développer leur jeu en 4K et HDR, ce qui est grandement profitable pour la qualité du jeu, mais surtout qui va apporter une nouveauté sans précédent pour Resident Evil. En effet, grâce à cette résolution, le mode VR est apparu dans la licence avec ce jeu. Plus tôt, je parlais de l'horreur et du stress apporté avec la première personne. Alors, avec le mode VR, toutes ces émotions de terreur n'étaient qu'encore plus présentes, comme si vous étiez constamment sous une pression qui ne cessait d'augmenter. Il ne suffit qu'à observer la réaction des nombreux joueurs ayant osé s'affronter à la famille Baker en VR. Elle s'est transformée, elle. Oh Dans Tamara, il y a 3 A. Oh, ça a marché. Ouais, t'es balèze en énigme. Hein. Non, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Oh, c'est là. C'est horrible. Ah, oh, hein? Qu'est-ce qui... Elle est où? Mais c'est... Ensuite, j'aimerais faire un point sur les DLC de ce jeu. En effet, il me semble évident que les DLC ont complété à la perfection l'univers d'horreur dans lequel ce jeu nous emporte. Ces derniers sont certes des modes additionnels, mais il n'empêche que certains apportent une suite à l'histoire comme Notre Héros, avec Chris Redfield, figure pro de la licence, ou encore End of Zoe, où cette fois on jouera Joe, le frère de Jack Baker, père de la famille. D'autres DLC quant à eux vont nous apporter une histoire alternative de la famille, comme une pièce de puzzle différente à celui d'Ethan. Alors qu'une fois on joue un pauvre homme s'étant fait kidnapper essayant de s'enfuir de la chambre dans laquelle il est emprisonné, une autre fois on jouera un simple jeu de blackjack décisif pour notre vie au risque de se faire couper les doigts, voire pire. Ces situations nous apportent plus d'éléments et nous montrent une fois de plus la cruauté sans égale de cette famille qui est d'autant plus accentuée par le fait que le jeu nous laisse sans aucun moyen de nous défendre. Bon, cette partie à la base elle devait finir à la poubelle. Tout simplement parce que je pensais vous avoir déjà assez parlé de ça dans ma dernière vidéo. Mais il y a quand même plusieurs choses intéressantes à dire là-dessus. Oh shit, here we go again. Une chose vraiment intéressante pour ce jeu est que l'équipe chargée des musiques ont analysé la musique utilisée à travers plusieurs films d'horreur et ont décelé une méthode qu'ils utiliseront sous le nom de règle du 4+1. Cette dernière sépare la bande sonore en 4 temps. Le premier temps correspond à une atmosphère calme où le joueur se sent bien et en sécurité. Le second temps vient installer une inquiétude montante face à une situation que le joueur pourrait qualifier de stressante. Le troisième temps, quant à lui, correspond à un état de choc, une expérience effrayante qui se produit devant les yeux du joueur. Le quatrième temps correspond à un état d'après-choc où le calme revient petit à petit. Le +1 correspond en un retour à la normale qui diffère quelque peu après toutes les expériences que le joueur vient de vivre. On retourne donc à la phase 1 mais en se sentant un peu plus stressé dû à la crainte que le choc se reproduise. Cette méthode est plutôt efficace car elle laisse au joueur le temps de faire confiance à son environnement, puis installe lentement un stress en lui avant de venir le choquer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En somme, à travers ces 4 grands piliers, on a pu répondre à notre question du début et voir en quoi Resident Evil 7 s'est démarqué des autres. Pour moi, Resident Evil 7 est l'un des meilleurs car avec toutes ces nouveautés, il a su redonner un coup de fraîcheur à cette licence. Bon, tu connais la chanson, abonne-toi si tu veux, ou pas, et moi je te dis à dans quelques mois, salut.